Bonjour, 12e cours de culture scientifique, première partie, une histoire de la micro-informatique, l'avènement de l'ordinateur personnel. Et donc de la possibilité de la révolution du numérique au début du XXIe siècle avec Internet. Oui, le micro-ordinateur a permis cette révolution. La connaissance présente sur Internet, les sites de nos bibliothèques et d'autres, on voit la bibliothèque Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, le CNUM, qui est je crois la bibliothèque numérique du CNAM, le CERIMES, un acronyme qui veut dire Centre de ressources multimédia pour l'enseignement supérieur, l'INA, énormément de ressources bien sûr, la connaissance, Wikipédia, incroyable de sources de connaissances partagées, c'est une source partagée, c'est les lecteurs, les gens qui donnent, qui font vivre Wikipédia, il faut qu'ils récupèrent de l'argent pour vivre, et le partage tout cher sur Internet, Airbnb, donc la fameuse plateforme de location de maisons, Blablacar pour trouver votre covoiturage, et d'autres, beaucoup d'autres, Drivey, etc. Donc voilà cette révolution, la Smart City, la ville connectée, système urbain intégré au territoire automatique, donc voilà toutes les recherches de stationnement, les démarches administratives, l'éducation, tout va changer avec cette ville basculant dans le numérique. Cette révolution numérique était possible grâce à l'existence des téléphones portables connectés, des smartphones, des tablettes et des micro-ordinateurs, donc de la micro-informatique. Voilà les trois objets emblématiques de la micro-informatique. Qui fabrique aujourd'hui des micro-ordinateurs? Donc j'ai des chiffres depuis 2012 jusqu'à 2015 sur 3 années. Et on voit que les entreprises, Apple ne détient qu'environ 5% du marché de micro-ordinateurs. Oui, Apple ne fabrique que très peu de micro-ordinateurs. Les leaders sont Lenovo, le chinois, qui était l'IBM, quand on verra l'histoire de l'IBM PC en 1981, qui apparaît. Et bien en fait, à la fin du XXe siècle, IBM a décidé de vendre à un monsieur chinois, son entreprise, sa branche micro-informatique, et cette entreprise est devenue Lenovo. Donc, lorsque vous achetez un Lenovo, vous achetez en fait un IBM hier. Voilà HP, Dell, Acer, Asus. Livraison trimestrielle de PC dans le monde, millions d'unités. On assiste depuis quelques années à une baisse régulière du nombre de micro-ordinateurs vendus dans le monde. Les tablettes et les téléphones portables ont fait baisser, je pense, le nombre d'ordinateurs, micro-ordinateurs vendus dans le monde. Donc HP, Hewlett-Packard, c'est une vieille compagnie qui a commencé par produire du matériel électromécanique, mais qui est une énorme compagnie avec 320 000 personnes en 2009, donc c'est énorme, HP. Lenovo, donc je vous ai expliqué, ce monsieur chinois, Liu Shanzi, qui va racheter la branche en date clé, donc acquiert IBM PC en 2005. Donc voilà, il y a 60 000 personnes, c'est aussi énorme, 29 milliards de chiffre d'affaires. Lorsqu'on regardait Hewlett-Packard, c'est énorme aussi, 88 milliards de chiffre d'affaires, 8 milliards de bénéfices, donc ces gens font énormément de bénéfices aussi, 400 millions de bénéfices. Dell, donc Dell, Michael Dell, il est plus jeune que moi, en 1984, il crée son entreprise, aujourd'hui 100 000 personnes, 18 milliards de chiffre d'affaires, 2 milliards de bénéfices. Acer, jeune entreprise, créée il n'y a pas très longtemps, en 1916, 7000 personnes, 16 milliards de chiffre d'affaires, une plus petite boîte, mais qui a taillé des croupières quand même aux autres, aux fabricants, les autres fabricants. Et le dernier, Asus, qui est aussi assez jeune, en 1989, avec des ingénieurs qui vont créer ces entreprises, 18 000 personnes, 436 milliards de chiffre d'affaires, 19 milliards de bénéfices, donc ça marche extrêmement bien ces entreprises de l'informatique. Qui fabrique aujourd'hui des tablettes? Alors les tablettes, part de marché 2012-2015, on voit que Apple, là, et Samsung sont les leaders. Donc Asus, Lenovo, Amazon sont derrière. Vente mondiale des tablettes en augmentation, contrairement aux ordinateurs. Donc Samsung, énorme conglomérat, 344 000 personnes, donc coréens, 51 milliards de chiffre d'affaires, 327 milliards, pardon, résultat net 90 milliards, donc c'est énorme, quoi. Conglomérat coréen. Donc qui fabrique des smartphones? Part mondiale des marchés, là on voit Samsung et Apple qui se taillent la part du marché, la plus grande part du marché, avec derrière bien sûr, et ça a dû évoluer depuis 2015, Huawei, Lenovo, Xiaomi, les Chinois ont dû prendre l'ascendant aujourd'hui sûrement. Et en augmentation, les ventes de smartphones dans ces années-là. Un petit aperçu des conséquences de l'apparition de la micro-informatique. On voit ici Paul Allen, associé
historique de Bill Gates dans Microsoft et qui va faire une fortune, un riche, 1 milliard. Mais avant la micro-informatique, avant les années 70-80, il y avait l'informatique. On a vu les machines gigantesques. Et à un moment donné, eh bien, chacun va vouloir avoir son ordinateur puisque ces ordinateurs étaient réservés aux institutions, aux banques, à l'armée. Et liés, les langages de programmation évidemment, avec cette femme qu'on en a vu, un grasshopper, à l'origine du premier compilateur et un des premiers langages de programmation. Voilà, des ordinateurs aux micro-ordinateurs. C'était qui le type barbu? C'est Stephen Wozniak, l'associé de Steve Jobs pour monter Apple. Parmi les personnages incroyables, un professeur incroyable, en 1906, Douglas C. Engelbart à la Stanford Research Institute fait une démonstration d'un environnement graphique avec des fenêtres à manipuler avec une souris. Donc c'est incroyable, quoi. C'est extrêmement novateur à cette époque-là. David Engelbart était un personnage incroyable qui, lorsqu'il voulait tester les effets du hashish sur ses étudiants, il leur demandait la veille d'un examen pour une partie de l'amphi de ne pas fumer et pour l'autre partie de fumer, et il regardait les résultats sur l'examen. Donc c'est quand même un personnage assez incroyable et une époque assez incroyable, voilà, sur ses étudiants. Donc le petit film sur Xerox, on va voir, c'est Xerox dans son labo de recherche qui a développé énormément de choses. Le microprocesseur inventé par Martian Hoff en 1971 pour Intel. Donc voilà arrivé la puce qui va faire fonctionner les micro-ordinateurs. Alors qu'avant les ENIAC c'était une énorme machine, et là on est sur quelques millimètres carrés. Puis aujourd'hui bien sûr, incroyable. Le microprocesseur, donc le cœur du micro-ordinateur. Avec la progression de chez Intel, du 86 jusqu'aujourd'hui, il y a des choses incroyables, le Pentium, etc. Cette prédiction, la loi de Moore, où on pourra intégrer de plus en plus de transistors dans la puce, dans le microprocesseur, et on suit toujours la loi de Moore, donc je crois qu'on double tous les ans, tous les 18 mois on double. Donc les processeurs Intel ont suivi cette loi. L'avènement de l'ordinateur personnel, donc qui a tout changé, la micro-informatique, ça veut dire la démocratisation de l'accès à l'information. Eh bien en France, on n'était pas les derniers, et peut-être même les premiers. Le Micral, un des premiers ordinateurs personnels, commercialisé tout assemblé, vendu en France en 1972 par la société R2E, André Truong, on a une petite interview de ce monsieur qui a probablement été un des premiers à fabriquer un micro-ordinateur et qui l'a vendu pas en kit. Mais hélas, on dit, c'est l'Altair 8800 États-Unis, un des premiers ordinateurs personnels vendus en kit, au particulier en 1975. Donc vous avez vu ici, on était en 1972. Donc probablement qu'en France, mais le monsieur expliquait, André Truong, qu'il n'a pas été soutenu. Donc aux États-Unis, fabriqué par l'entreprise MITS, fondée par Ed Roberts et Forrest Mims, et basé sur un Intel 8080. Voilà les personnages historiques qui étaient à l'origine. On voit le cofondateur de Microsoft avec eux, Paul Allen. Donc Bill Gates et Paul Allen proposent de développer un logiciel donc basique pour cette machine et créé pour l'occasion Microsoft. On voit que c'est lié au premier micro-ordinateur, l'émergence de Microsoft. L'Altair, mais au fait, à quoi sert-il? Eh bien, dans ce petit film, on voit qu'il ne sert à rien. Il y a quelques interrupteurs devant pour rentrer les nombres binaires, des petites lampes qui s'allument, mais c'est tout. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas d'écran. C'est incroyable, quoi. Et ça s'est vendu beaucoup, l'Altair et sa programmation. Donc on voit deux heureux propriétaires d'Altair à l'époque qui nous expliquent que, bah oui, pour faire 2 plus 2, c'est déjà énorme, mais c'est ce qu'ils rêvaient, d'avoir une machine à eux, quoi. Qu'est devenu l'inventeur de l'Altair, Ed Roberts? C'est quelqu'un qui a vendu son entreprise et est revenu à ses premiers amours, c'est-à-dire faire des études de médecin. Et il a pu, comme ça, avec l'argent qu'il avait sûrement économisé, devenir médecin. Il a fini sa vie médecin. Et effectivement, il n'a pas fini milliardaire, comme il dit, comme certains l'ont fait, mais bon, c'était peut-être pas son but. À ce moment-là, les fabricants arrivent sur le marché des micro-ordinateurs, Commodore, Sinclair, Amstrad, énormément de fabricants vont arriver sur ce marché-là, et la prochaine fois, on verra l'arrivée, bien sûr, d'Apple et d'IBM. Merci, je vous remercie. Au revoir.